Les Ignorants, c'est probablement un de vos meilleurs guides pour apprendre les meilleures bandes dessinées des dernières décennies. Les Ignorants, je le considère comme un roman graphique parce que ça nous raconte une histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'Étienne Davodeau, qui est auteur de bande dessinée, qui a un ami qui est vigneron, qui fait son vin. Mais pour son ami, la bande dessinée, c'est Astérix, Tintin, ça se limite à peu près à ça, c'est des petits comics américains, c'est rien de sérieux. Donc lui, à un moment donné, il se dit, regarde mon ami, pendant 1 an, tu vas me montrer qu'est-ce que le métier de vigneron, de la vigne jusqu'à la mise en bouteille à la fin. Et moi, je vais te montrer quel est le monde de la bande dessinée, de la création d'une bande dessinée jusqu'au Salon du Livre, où est-ce qu'on va présenter nos œuvres, qu'on rencontre nos fans et tout et tout. Et je vais te faire lire différents types de bandes dessinées. Donc, pendant cette année-là, on va les voir traverser diverses étapes de leur métier réciproque. Le vigneron est très chouette à lire parce que c'est un vrai de vrai. Il va arriver au restaurant, il va regarder la carte des vins puis il va demander de l'eau. Ça veut dire que la sélection laisse à désirer à ce restaurant-là. Mais en même temps, à un moment donné, il va demander à son ami, essaye ce vin-là. Son ami va l'essayer, il va dire, bof, je le trouve so-so. OK, c'est beau, jette ça dans l'évier. Le vin que tu viens d'acheter, il y en a qui paient un prix de fou juste pour y goûter. OK, goûte celui-là maintenant. OK, je l'essaie, c'est pas. Celui-là, il me parle plus. OK, ben, ce vin-là, il coûte 7 € dans la majorité des restaurants. Le monde crache un peu dessus, mais c'est un vin d'une qualité exceptionnelle. Donc, tu as parlé avec ton cœur et c'est ça qui est important au niveau vigneron. Puis, je pense qu'Étienne Davodeau a pris la peine de mettre cet extrait-là dans ce livre-là, justement pour montrer qu'il n'y a pas de mauvaise bande dessinée, il n'y a pas de bande dessinée exceptionnelle. Ça prend un lecteur et ça prend un passionné pour le lire derrière tout ça. Et justement, c'est ce qui va arriver avec notre monsieur Vigneron. Il va découvrir la BD, il va découvrir une de mes BD favorites qui est un roman graphique, finalement, Maus. Maus d'Art Spiegelman, ça a révolutionné le genre un petit peu aux États-Unis. Évidemment, on avait eu la bande dessinée Jimmy Carrigan, dont je ne me souviens plus l'auteur en ce moment, mais qui était un ovni littéraire à l'époque, parce qu'on ne savait pas où le classer. Oui, c'était une bande dessinée dans le style, parce que c'est une succession d'images, mais qui pouvait se construire, se déconstruire, qui avait quelque chose d'un peu particulier dans le schéma narratif. Mais Art Spiegelman est arrivé avec quelque chose d'assez unique en son genre parce qu'il a commencé à interviewer son père sur Auschwitz, sur sa vie au camp, parce que ses 2 parents sont allés là, sa mère s'est suicidée dans les années 70, et là, il va en savoir plus. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ça l'a amené sa mère à commettre l'irréparable. Justement, peut-être essayer de se rapprocher de son père qui a une personnalité qui est quand même assez difficile. Et là, on va le suivre, il va nous arriver, il va nous présenter avec un petit dessin qui est quand même pas facile d'approche. Je dirais que c'est pas tout le monde qui est appelé à lire Maus parce que c'est un petit dessin noir et blanc assez minimaliste. Mais honnêtement, moi, c'est mon livre, toutes catégories confondues, c'est mon livre préféré. C'est une des seules BD que j'ai relu plusieurs fois parce que je trouve que la narration est exceptionnelle, la tension, l'émotion est vraiment palpable. Et à l'époque, parce qu'à l'époque, Art Spiegelman avait écrit ce livre-là en 2 tomes, après la fin du premier tome, ils se sont rivés un gros problème. Les éditeurs de cartoon ne voulaient pas éditer un livre aussi épais parce qu'ils ne considéraient pas ça comme un comics. C'était pas un cartoon américain. Et les éditeurs de livres ne voyaient pas ça comme un livre. Donc, dans quoi on va mettre Maus? Et là, ça s'est retrouvé chez un éditeur de livres qui va décider de lui donner une chance. Et il va être en mention spéciale pour le Pulitzer. Parce que, encore là, le Pulitzer n'a jamais eu à décerner un prix à une bande dessinée. Ça, c'était quelque chose qui était exceptionnel et qui a révolutionné le genre un petit peu. Ça, il ne faut pas oublier que Maus a été écrit avant la vague des listes de Schindler, le pianiste et tous les trucs qui tournent autour de la Shoah. C'était quelque chose qui était jamais vu, qui était biographique, qui était sincère, qui était violent d'une certaine façon et qui avait un format qui était déjà exceptionnel. À noter que la traduction française est faite par la copine de l'auteur. Donc, elle ne pouvait pas avoir meilleure source pour faire avoir une traduction mot pour mot. Fait que j'aime beaucoup. Depuis le temps, la bande dessinée a pris beaucoup de variantes.
Non, avant de tomber là, je voudrais parler d'un autre pays parce qu'on parle beaucoup de la BD belge, on parle beaucoup de la BD française, on parle beaucoup de la BD américaine. Je pense que c'est la bande dessinée qui était peut-être le plus en vogue dans les années 70, 60, 70, 80. Mais depuis quelques temps, on s'est ouvert un petit peu plus à l'Orient et on a un style de bande dessinée qui est vraiment exceptionnel, qui est les mangas. Vous allez me demander comment ça se fait que nous, ici, en Europe, on le laisse en sens inverse comme ça. C'était parce qu'à un moment donné, le travail de changer les images et de faire une traduction, en tout cas, bref, ça devenait tellement... c'était tellement trop de boulot qu'on a décidé finalement de garder dans le format. Et les jeunes d'aujourd'hui, puisque c'est beaucoup plus des jeunes que des gens de mon âge qui lisent ça, même si j'en ai lu beaucoup quand même dans ma vie, on s'adapte vite. On oublie vite à un moment donné, parce que là, c'est pas juste la couverture qui est en dessous. Faut qu'on lise de l'autre côté. C'est pas du tout le même sens d'écriture. Fait que faites attention, hein, quand vous prenez un manga, si vous commencez par la fin, vous risquez d'être divulgaché. Fait que, au Japon, c'est important de mentionner que la bande dessinée a probablement une présence qui est beaucoup plus forte que pour nous autres, même que pour les Belges ou pour les Français. Le manga existe depuis les années 1800, 1900, si je ne me trompe pas, début. C'est quelque chose qui est consommé par tout le monde là-bas. T'as des mangas pour tout. Il y a des mangas pour la bouffe, il y a des mangas il y a même des mangas juste pour les ramen. Il y a des mangas pour le vin, il y a des mangas pour le sexe, il y a des mangas pour pour les agriculteurs, il y a des mangas pour tout le monde. Il y a des fictions, il y a des reprises historiques, tout est fait en manga. C'est des fous. C'est des dessinateurs incroyables. Souvent, par rapport aux publications, ils vont faire un travail exceptionnel parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes américains ou européens qui seraient en mesure de suivre leur rythme, tellement que c'est décadent. Mais c'est un monde à découvrir. Et quand je dis un monde, si vous allez dans une boutique spécialisée manga, vous allez être époustouflé de voir le nombre de livres qui s'y trouvent. Genre qu'en librairie, c'est pratiquement impossible de contenter tout le monde à ce niveau-là parce que c'est énorme et c'est large. Et ce qui vient à m'amener à dire que au niveau nord-américain et au niveau européen, depuis quelques années, je trouve que la bande dessinée a subi une explosion de direction. On a des bandes dessinées, surtout nous autres aussi, de plus en plus, des BD documentaires, qui est une de mes favoris. BD documentaires qui va souvent atteindre des épaisseurs assez exceptionnelles, mais qui ne sont pas des romans graphiques. Même si c'est ça d'épais, ce n'est pas un roman graphique parce que ce n'est pas une histoire. Parce qu'on nous apprend les choses. Si je prends Joe Sacco qui n'a pas été pris au sérieux parce que lui est arrivé au Times avec une bande dessinée, puis ils se sont dit « Ouais, mais une bande dessinée, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Nous autres, on veut du terrain, on va avoir des photos, on va avoir du texte. » Et lui, il dit « Ouais, mais je fais ça, moi. Je vais sur le terrain, mais ce que je vous rends en bande dessinée. » Il a vraiment fallu qu'il travaille fort pour que ces bandes dessinées soient prises au sérieux. Et maintenant, il est publié au Times. C'est quelqu'un qui est vu, qui est pris au sérieux et qui maintenant, à chaque fois qu'une bande dessinée de Joe Sacco s'en vient sur les tablettes, ben, tout le monde se l'arrache. Et récemment, il y a une petite bande dessinée qui s'intéressait justement aux Autochtones du nord du Canada. Donc, c'est quelqu'un à suivre qui a un travail exceptionnel, honnêtement. Même, il est aussi rigoureux dans ses thématiques. On ne lit pas ça avant de se coucher parce qu'on a mal à la tête, qui est rigoureux dans son dessin. Ses dessins, c'est photographique, il y a du rythme, il y a de la présence, c'est plein, c'est riche, c'est vraiment intéressant. Des fois, on peut avoir aussi des petites bandes dessinées sur des sujets peut-être plus durs. Récemment, on a eu une bande dessinée d'Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau et Christian Quesnel, qui est l'illustrateur, sur le suicide au Québec. Justement, je trouve que c'est un bel exemple de comment, parce que les 3 premiers auteurs ont fait une recherche pour essayer de recenser tous les suicides québécois, les thèmes, les modes, parce que, veux pas, on s'entend qu'après Kurt Cobain, il y a eu des suicides qui s'en sont suivis par après, donc ça, c'est ce qu'on appelle une espèce de vague de suicides. Des fois, il va y avoir des suicides mis en scène. On pense à la poète qui s'est fait brûler à Montréal en disant justement « Vous avez détruit la beauté du monde ». Il va y avoir des suicides discrets. On s'est même rendu compte, avec leurs études, que dans les années 30 et 40, il y a eu un mouvement où les gens provenaient du monde entier pour venir se suicider à Montréal ou à Québec.
Ils laissaient une lettre à leurs proches pour leur dire ça y est, je suis là, puis ça coûtait trop cher de les rapatrier, donc c'était fait exprès. Bien ça, sans avoir eu cette étude-là, ils ne s'en seraient jamais rendus compte. Mais là, comment qu'on présente ça pour pas que ça soit cru, pour pas que ça soit trop technique, trop logistique. Alors, ils ont demandé à Christian Quesnel, qui honnêtement est un poète de l'illustration, de mettre en bande dessinée un sujet aussi dur que ça. Et sérieusement, c'est d'une qualité magistrale et ça rend bien le propos. L'autre jour, j'écoutais une entrevue à la radio justement des gens qui ont perdu des proches comme ça et qui se demandaient si ça allait être dur de regarder ce type de bande dessinée-là. Ils ont trouvé ça d'une poésie magistrale et d'une beauté. Des fois même, ce qui est intéressant avec Christian, c'est qu'il travaille beaucoup avec du Canva, puis des fois, en fond, on va voir les vrais documents des coroners et on se rend compte juste en lire quelques petits extraits comment que, OK, ouais, je préfère peut-être lire un format bande dessinée comme ça qui nous donne quelque chose de plus poétique, de moins cru. Des fois, justement, le rouge, le sang, c'est un cardinal qu'on nous présente ici. Donc, on ne nous présente pas quelque chose de direct, de cru. C'est un des pouvoirs de la bande dessinée, de justement, peut-être, comme si je vous parle de Maus, Art Spiegelman a décidé de prendre des souris à la place de prendre des êtres humains, justement pour que les images soient moins crues. Quand on voit un tas de souris, on ne voit pas un tas d'humains. Donc, ça nous permet de peut-être un peu nous détacher, de laisser la bande dessinée raconter cette histoire-là. Mais il nous glisse une photo une fois de temps en temps pour nous dire « c'est vrai ce que vous êtes en train de lire, c'est vraiment bon ». Tout à l'heure, je parlais justement des romans graphiques, la différence des fois entre un roman graphique. J'ai ici ce qu'on appelle un album qui est conventionnel. Les albums franco-belges vont souvent être des albums de 48 pages. Tintin, à l'époque, Hergé, était un petit peu pris avec ce modèle-là du 48 pages, qui fait que il commençait par des strips dans un journal, mais après ça, les strips, ça dépassait beaucoup. Ces fameux 48 pages-là, il était obligé de faire des coupures. Récemment, dans les dernières années, on a eu le droit à quelques publications où est-ce qu'on nous présente l'intégralité de certains livres d'Hergé, ce qui est vraiment phénoménal parce qu'on se rend compte que, mettons, Les 7 boules de cristal est beaucoup plus étoffé qu'un petit 48 pages, même s'ils ont réussi à faire un job exceptionnel. Mais ça me fait penser, j'aurais aimé ça voir ce qu'Hergé aurait pondu de nos jours s'il avait eu les coups des franges pour faire des romans graphiques. Récemment, on a eu en librairie une bande dessinée qui s'appelle La Bête et qui nous raconte l'histoire du marsupilami. On connaît le marsupilami, on a vu les aventures de Spirou et Fantasio avec le marsupilami. C'est tous des albums de 48 pages avec une aventure distinctive. Et là, on nous arrive avec un livre d'une épaisseur magnifique, d'un dessin à couper souffle. Et honnêtement, c'est un roman graphique. On a réussi à aller prendre cet animal mythique-là de l'œuvre de Spirou et le ramener dans un roman graphique. On ne nomme jamais l'animal, on ne sait pas que c'est un marsupilami. Mais dans une action qui est totalement en dehors de Spirou et Fantasio, c'est un petit garçon qui va découvrir cet animal-là qui est mal en point, qui a traversé l'océan dans une cale de bateau et qui va en prendre soin, mais bon, il va arriver plein d'affaires, puis j'arrive à la fin pour me rendre compte que c'est un tome, il va en avoir d'autres après, ça va être atroce. Au niveau de la bande dessinée québécoise, parce que c'est important, tout à l'heure, je mentionnais Viane, Viane qui est quand même assez prolifique au niveau de la bande dessinée québécoise. La bande dessinée québécoise, je pense que ça a pris du temps avec qu'elle prenne ses lettres de noblesse au Québec. Évidemment, si on parle d'Onésime, si on parle de Séraphin, qui ont été des bandes dessinées qui étaient présentées dans les journaux à l'époque, on avait quelques comics, il y a quand même quelques personnes qui se sont commis à faire des strips dans les journaux. Aujourd'hui, il y a la Pastèque qui travaille fort pour essayer de faire des recueils justement de ces strips-là, pour mettre en valeur le travail graphique de l'époque. Mais il n'y avait pas de vente de bande dessinée. On n'avait pas, je pense que c'est Astérix qui a comme un peu révolutionné ça avec Hergé qui est arrivé par après aussi. Mais les bandes dessinées québécoises, je pense qu'un des premiers à avoir vraiment commencé à faire paraître des albums, c'est Réal Godbout avec ses Red Ketchup. Vous n'avez qu'à penser qu'à Safari et à Croc, deux magazines des années 80-90 qui mettent en scène beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de petits comics, de petits extraits. Et ça a réussi à faire connaître des auteurs qui ont réussi à avoir ce qu'il fallait pour pouvoir faire des albums.
Et depuis quelque temps, évidemment, on a La Pastèque, qui est une maison d'édition géniale, qui font des petits albums comme ça, de 48 pages, un petit peu plus franco-belge, et qui nous font des albums romans graphiques vraiment magistrales, des traductions, des produits qui sont entièrement québécois aussi. Pour revenir au roman graphique en tant que tel, parce que je pense que ça va toujours rester un débat, ça va toujours rester quelque chose dont les gens ne s'entendent pas. J'ai fait partie de comités de prix littéraires BD où est-ce qu'on devait juger justement, puis il y en a des fois quand ils emploient le terme roman graphique, ça en fait grimacer d'autres parce que c'est pas un roman graphique, mais pour d'autres, oui. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des auteurs qui n'aiment pas qu'on dise que leur œuvre est un roman graphique, puis je voudrais pas en citer personne-là en ce moment. Il y a aussi le fait que, est-ce que roman graphique, est-ce que ça provient d'un anglicisme? Est-ce que ça vient de graphic novels? Mais qu'en Europe, c'est pas un terme qu'on aime plus que ça. Est-ce qu'un roman graphique, c'est une œuvre romanesque qu'on nous présente de façon graphique? Est-ce que c'est plus juste une œuvre qui dépasse les fameuses 48 pages? Et mettons, on arrive à 60 pages, mais on considère ça comme un roman graphique. Je pense à Walking Dead, qui aux États-Unis est un cartoon. C'est un comics. Aux États-Unis, ça sort en petit fascicule ça sortait à chaque mois ou à chaque 2 semaines, je ne sais pas. Mais que quand nous, ça nous arrive en français, ça nous arrive dans un volume de 116 pages. C'est pas un roman graphique. Parce que même si ça nous raconte une histoire sur 116 pages, là, je vous dis que l'aventure s'est conclue avec 33 albums, donc je vous laisse calculer le nombre de pages. Mais ce n'est pas un roman graphique parce que c'est un intégral de tous les comics, de tous les petits fascicules qui sont sortis sur le sujet. Donc, c'est ça qui est un peu complexe à savoir qu'est-ce que c'est qu'un roman graphique. Donc, moi, personnellement, quand c'est le temps de parler de mes livres, premièrement, ça dépasse 48 pages, ça raconte une histoire. Souvent, je préfère quand l'histoire se termine à la fin du même volume. Comme je disais tout à l'heure, il y a La Bête, le Marsupilami, qui finalement est un premier tome. Il va en avoir d'autres, mais je pourrais le rentrer dans le graphic novels pareil. C'est sûr que là, si vous me dites qu'il va en avoir une cinquantaine, je vais peut-être déchanter un peu. Mais si, mettons, c'est un ou deux, ça se peut des parties 1, des parties 2, même dans les romans. Donc, pourquoi pas dans les romans graphiques? C'est une multitude de distinctions comme ça qui n'est pas toujours évident. Et je dirais, j'ai même eu une petite formation à un moment donné, justement sur la bande dessinée. Et même le formateur ne pouvait pas nous expliquer convenablement qu'est-ce qu'il considérait comme un roman graphique, tellement le débat est un peu chatouillé un peu partout. Donc, je pense que c'est à vous de conclure si... il y en a des fois qu'on dirait qu'ils se la pètent aussi. Moi, je lis du roman graphique. Donc, à prime abord, on lit de la bande dessinée. Donc, c'est ça qui est important. Je veux dire, je pense que si on parle de Mars ou bien si on parle de Mort et déterré ici, bien, on a 2 bandes dessinées. Mais il y en a un que probablement je rapproche un peu plus du roman graphique parce que ça me raconte une histoire saisissante. C'est pas un documentaire, même si, parce que la narration est pas faite de façon documentaire, mais de façon où est-ce qu'on vit l'histoire avec le personnage et qu'on a une empathie envers le personnage. Donc, je crois que c'est ça, un roman graphique. Et ici, Mort et déterré reste une bande dessinée sous le modèle que Spirou adore et qui est le franco-belge à 48 pages, qui justement a comme comment je peux dire ça, comme point positif d'être pas très cher, pas très coûteux à produire, ce qui fait qu'ils peuvent en produire beaucoup et ce qui fait que c'est plus facile aussi de terminer ce genre d'histoire-là en queue de poisson pour nous inciter à poursuivre la collection un petit peu plus tard. C'est un petit peu plus rare qu'on va trouver des albums à 48 pages avec une seule et unique histoire qui finit là puis qui n'aura plus jamais de suite. Donc, je pense que c'est un beau support pour ce type de format-là. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez détruit la beauté du monde. Pour moi, c'est une bande dessinée documentaire. Ça reste une bande dessinée, mais c'est pas un roman graphique. Ça me raconte pas une œuvre romanesque. C'est un beau support pour être capable de me parler d'un sujet qui est terriblement dur, mais de façon imagée, de façon poétique. C'est comme lire un recueil de poésie. Lire un livre sur la mort et lire un recueil de poésie sur la mort, ça ne sera pas présenté de la même façon, puis on n'aura pas le même... on finira pas avec la même énergie, on n'aura pas le même mood.
quand on va arriver à la fin. Donc, je dirais qu'au niveau du roman graphique, c'est pas mal ma conclusion à ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal à monsieur, madame, tout le monde de faire sa conclusion sur ce qu'il considère un roman graphique, puis aussi d'être peut-être un petit peu ouvert vis-à-vis votre libraire ou votre bibliothécaire, parce que tout un chacun peut arriver puis avoir sa propre opinion. Ça peut être un beau sujet à débat. Évidemment, allez-y sans sauter sur votre commis, parce que ça reste propre à tout le monde. Mais je pense que le débat est lancé. Parlez-en entre vous, parlez-en avec votre famille. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un roman graphique? Et je vous dirais, je parlais tout à l'heure des ignorants qui à moitié roman graphique, à moitié roman bande dessinée documentaire. Vous avez à la fin ce qu'ils ont bu et ce qu'ils ont lu au courant de l'année. Donc, on a ici une magnifique suggestion de bande dessinée à lire et à découvrir, dans lequel il y a énormément de romans graphiques, dont un qui parle énormément, beaucoup là-dedans, qui s'appelle Le photographe, qui a été fait par Emmanuel Guibert, qui raconte l'histoire d'un photographe en Afghanistan, qui est vraiment génial. Encore là, c'est du documentaire, roman graphique, donc ça va être à vous de faire une tête là-dessus.